Et salut à tous, j'espère que vous allez très bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. On va donc évidemment revenir sur beaucoup de déclarations ou de faits marquants de la course qu'on a pu donc avoir ce week-end, la première course de cette saison 2024 sur le circuit du Qatar. Et on va donc commencer par une déclaration de pilote, le pilote français Johann Zarco, qui faisait sa véritable première course donc sur sa nouvelle moto, la Honda. Et globalement, on voit le pilote français assez positif. Cela veut dire que l'on comprend ce que l'on doit faire ou comment contrôler la moto. Après, il nous manque les hautes vitesses et quelques dixièmes à chaque tour, mais ça viendra avec le temps en améliorant la moto. J'aurais peut-être pu doubler Fabio, ça aurait été le meilleur résultat possible, mais la façon dont j'ai contrôlé la course, ce que l'on a appris entre le sprint et maintenant, c'était intéressant. J'ai pris du plaisir en pilotant la moto, c'est déjà une bonne chose et toutes les informations sont de plus en plus claires. Je le redis, c'est une première satisfaction de prendre quelques points, de commencer le championnat comme ça. Ce week-end a créé une vraie base pour nous parce que les exemples que l'on a dans une course sprint ou une course longue sont très importants. Pendant un test, même si on a le temps de faire un relais long, on n'a jamais les informations d'une course. Il faut prendre ces courses pour le développement parce qu'en ce moment, on sait qu'on n'est pas prêt pour le podium. Mais clairement, c'est beaucoup mieux que le projet des 2 dernières années. Je suis content, on s'est créé une vraie base ce week-end. On a beau faire pas mal de journées d'essai, on avait tellement de choses à régler, à trouver, à essayer pour définir une moto ensuite. Des relais longs avec une telle intensité de course, c'est trop dur à faire seul. Tu ne prends pas les mêmes références. On avait besoin de ça, pas de chute, de la performance avec des pneus neufs. Quand la moto accroche, il y a moyen de faire quelque chose. Et je l'ai fait, même en sprint. Et en course, j'ai joué comme je pouvais. Voilà donc une partie des déclarations de Johann Zarco après ce premier week-end de cette saison 2024. Et ça fait du bien de voir Johann Zarco content, qui semble aussi satisfait et qui est donc positif. Je tiens quand même une nouvelle fois à rappeler qu'évidemment aujourd'hui on se satisfait de cette situation parce que c'est une situation qui est particulière. Évidemment que Johann Zarco voudrait jouer plus, évidemment que certains spectateurs, les fans, nous qui aimons évidemment le pilote, on aimerait voir Johann Zarco jouer le podium, jouer la victoire. Mais il faut quand même comprendre qu'avec ce nouveau projet, ce projet Honda, c'est quelque chose qui va se faire sur le très long terme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Zarco est satisfait parce qu'on n'est qu'au début de ce projet Honda qui va sûrement prendre des années. On rappelle que Johann Zarco, techniquement, a la possibilité de rester 3 ans chez le constructeur japonais. Donc, on a des débuts qui sont prometteurs. Oui, on voudrait toujours mieux, évidemment, et j'en ai déjà parlé pendant les débriefs de ce week-end, évidemment qu'on voudrait voir les constructeurs japonais capables de jouer le podium, jouer le top 5, jouer même le top 10. On voit que pour l'instant c'est difficile. Oui, les constructeurs japonais sont aujourd'hui en fond de grille, mais en tout cas pour Honda, et on le voit avec les propos de Johann Zarco, il y a des choses positives qui sont en train de se mettre en place. On voit vraiment de bonnes ondes globalement dans le clan Honda d'un point de vue général, parce qu'on a vu aussi Joan Mir par exemple qui était satisfait. Donc moi je continue de croiser les doigts et je crois vraiment à ce projet Honda 2024. Je ne sais pas si Honda au cours de cette saison arrivera réellement à devenir un constructeur beaucoup plus fort que ce que l'on peut aujourd'hui voir. Aujourd'hui, évidemment que c'est difficile de le dire parce que ça fait des années qu'on attend de retrouver Honda capable de jouer face aux meilleurs constructeurs. On sait que c'est compliqué, on sait que ça risque sûrement de prendre du temps. Est-ce que ça se fera cette année ou non? Je ne sais pas. Est-ce que ça se fera avec Zarco ou non? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il faut, je pense, vraiment retenir, et c'est important, aujourd'hui, on a une base positive, il y a de bonnes choses. On voit que Johann Zarco aussi est le premier pilote Honda. Donc rien qu'au sein du Giron Honda, c'est aussi très positif de voir Zarco faire de bonnes choses et de faire de bons résultats sur cette moto face à par exemple un Joan Mir qui la connaît quand même cette machine et qui est aujourd'hui, on va dire quand même le pilote numéro 1 de Honda. Donc ouais, je suis content pour Johann Zarco et je suis vraiment content de sa performance et j'espère être encore plus heureux de la progression de Honda au cours de cette saison. Allez, maintenant pour deuxième sujet, on va donc se voir les déclarations de Pedro Acosta après cette course du dimanche, lui qui s'est presque battu donc pour le podium, qui s'est donc battu pour le top 5 et qui malheureusement a pas très bien fini à cause d'un problème de pneumatique. Il revient donc sur tout ça, il nous donne un peu son ressenti sur cette première vraie course en MotoGP pour lui et je trouve que c'est absolument génial. Vous allez voir, il y a une partie de ses déclarations qui m'ont fait beaucoup sourire. Il a déclaré: le début a été dur mais on s'est bien rattrapé. En partant de loin, j'ai réussi à gagner des places jusqu'à me retrouver 4ème. Ça n'a pas été simple, mais ces erreurs font partie de l'apprentissage. On a fait un bon bout de chemin depuis la 11e position, ce qui est plutôt satisfaisant. Tous les dépassements étaient importants car c'est une première pour moi depuis le Moto3 à me sentir aussi à l'aise pour attaquer. Ce sentiment de confiance, je ne l'avais pas ressenti depuis longtemps.
Le départ a été meilleur que celui du samedi, malgré une manœuvre serrée de Miller. J'ai dû me stabiliser, perdant du temps précieux. Malgré cela, le rythme était là, c'était intense tant que ça a duré. Et c'est justement ce bout de déclaration qui m'a fait pas mal sourire. Il a déclaré: c'est comme quand on perd sa virginité. Tout commence à être très beau et puis c'est un désastre. Je n'ai pas pu conclure comme je l'aurais voulu, mais être capable de dépasser autant et de tenir le rythme est ce que j'ai préféré. Je dois bien vous avouer que c'est vraiment le genre de parallèle que je n'aurais pas pu imaginer et c'est l'une des choses de pourquoi j'aime énormément Pedro Acosta, parce que je trouve qu'il apporte vraiment un vent de fraîcheur en MotoGP. Oui, j'aime déjà le pilote, ce qu'il est, ce qu'il représente, et j'aime ce genre de caractère, j'aime ce genre de pilote, mais j'aime aussi sa façon de parler, d'être. Je trouve que ça apporte véritablement quelque chose qui aujourd'hui manque en MotoGP. Et c'est tout ça qui, moi, me fait dire vraiment merci Pedro Acosta d'être en MotoGP, merci d'être toi-même. Et j'espère que ça va continuer, j'espère vraiment que ce pilote deviendra l'un des grands de cette catégorie. On n'y est pas encore, il faudra du temps. On voit que clairement lors de cette course du dimanche, il a impressionné, il a été exceptionnel. Mais oui, il manque encore d'expérience. Oui, il va falloir travailler la gestion des pneumatiques dans cette catégorie reine, pour lui en tout cas. Mais ouais, dans l'ensemble, c'est un pilote qui, dès ses débuts, dès sa saison de rookie, nous fait déjà vibrer. Et quand je vous dis dès ses débuts, mais c'est dès sa première course. Dès sa première course, on est déjà en train de, de ressentir ce petit quelque chose. Alors évidemment qu'il ne faut pas s'enflammer, évidemment qu'il ne faut pas lui mettre une pression énorme. On n'attend pas que Pedro Acosta gagne toutes les courses, fasse 25 podiums, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit quelque chose entre ce pilote, la catégorie reine, et techniquement les spectateurs. Et je me dis que peut-être que véritablement devant nous, on est face à l'éclosion d'un futur très très grand. En tout cas, c'est ce que j'espère. Il faudra voir au cours de cette saison ce qu'il se passera, au cours des années qui viendront pour lui, je l'espère, en MotoGP. Croisons les doigts pour Pedro Acosta. Allez, maintenant on repart dans un sujet un petit peu plus compliqué. On va se voir les déclarations d'Aleix Espargaro, et là on a pu voir donc des déclarations de Zarco et d'Acosta qui étaient très positives. Pour Aleix, on est clairement dans une autre ambiance. Le pilote espagnol est assez en colère entre guillemets après cette course du dimanche, et vous allez voir qu'il est aussi assez énervé envers un autre pilote Aprilia. Il a donc déclaré: j'ai eu des problèmes de traction arrière depuis le warm-up. Toute la course a été un cauchemar. Je n'ai rien pu faire, ni pencher, ni accélérer comme je le voulais. Je pensais réellement que je pouvais remporter le GP après le sprint. J'étais lent et en colère. Je ne sais pas si c'est le même pépin que ce que Jorge Martin a subi l'an passé. Il faudrait en discuter avec Michelin pour comprendre. C'est étrange, j'étais rapide mais j'avais la sensation que je pouvais tomber à chaque instant. J'ai eu de la chance de finir dans le top 10. Ce n'est que la première course de l'année et je suis 6ème au championnat, mais j'ai l'impression d'avoir raté une excellente opportunité. Et justement, en parlant de sa course, il s'est aussi passé quelque chose. Je rappelle, au début de cette course au Qatar, on a eu un gros problème mécanique sur la moto de Raúl Fernandez, et justement Aleix Espargaro, par rapport à tout ça, déclare: je n'ai pas du tout aimé comment cela s'est déroulé. Mais nous sommes tous deux liés à Aprilia, alors mieux vaut ne pas en parler. Alors vous le voyez, il ne cite pas de nom, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a de grandes chances quand même que ce soit Raúl Fernandez. Alors on ne sait pas exactement ce qu'il lui reproche, mais quand on connaît la personnalité d'Aleix Espargaro, à mon avis ça a dû fumer. Parce qu'on sait qu'après, évidemment, on manage un petit peu les déclarations ensuite qu'on donne à la presse, mais je pense qu'en privé, ça a dû fumer. Quand on voit par exemple ce qui s'est passé des fois en 2023 entre le team et donc Aleix Espargaro, des moments d'énervement assez importants, rappelez-vous l'Inde. Bon, je sais pas s'il faut totalement s'en prendre à Raúl Fernandez. C'est vrai que ça a été un véritable cafouillage, ce départ, parce qu'au début Raúl Fernandez il était là, il savait pas trop quoi faire, il lève la main, et puis ensuite on l'emmène donc dans la voie des stands, mais on fait pas partir tout de suite les MotoGP, on fait donc revenir les teams entre guillemets, les mécaniciens sur la grille de départ, on remet donc les couvertures chauffantes, et puis on se repose des questions, et puis finalement on refait un tour de chauffe. Bon, c'est sûr que ça a été un énorme bazar, c'est la première course de la saison, à ce moment-là en plus les pilotes au moment du départ doivent avoir un stress qui est énorme, ça doit pas être facile de gérer ses émotions et de ne pas s'énerver. Donc moi je peux pas m'empêcher de voir Aleix Espargaro à ce moment-là fumer dans son casque. On ne l'a pas vu bien évidemment, mais je sais pas, je vois vraiment Aleix Espargaro dans son casque tout rouge en train de dire mais il commence vraiment un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que nous a donc déclaré le pilote espagnol sur cette situation.
Bon, c'est vrai que c'est évidemment dommage, mais il n'y a pas non plus mort d'homme. Et je pense que dans l'ensemble quand même, la Dorna a plutôt bien géré ce problème mécanique de Raúl Fernandez. On a eu pas mal d'interrogations, mais pour la sécurité, je trouve que ça s'est bien passé. Maintenant, bon, évidemment, peut-être que pour les pilotes, on a une autre vision des choses. Pour terminer donc sur cette histoire de pneumatique, intéressant aussi qu'on en remette une couche sur ces pneus Michelin par rapport donc au problème de Jorge Martin. Je ne vous ai pas couvert des récentes déclarations de Martin parce qu'on en a déjà tellement parlé, j'ai pas envie de revenir là-dessus et j'ai pas envie d'en remettre une couche. Mais Martin, lui, il en a encore remis une couche sur ces histoires de pneumatiques. Il a dit que il attendait toujours l'explication de Michelin, que Michelin ne lui donne pas cette explication finale. Et il faut bien admettre que nous, on n'a toujours pas de réponse sur ce qui s'est passé pour Martin en 2023. Et c'est vrai que là, avec ce possible souci sur le pneu d'Aleix Espargaro, on revient encore à parler de cette histoire. Bon, je vais pas en parler 50 ans, moi, parce que bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que toujours la même chose? Et j'en sais rien, ce qui se passe avec ces pneus au Qatar. Est-ce qu'il y a un problème X ou Y qu'on ne comprend pas? Est-ce que oui, il y a un problème avec les pneus? Je sais pas. En tout cas, comme vous pouvez le voir, pour Aleix Espargaro, il se pose aussi donc des questions. On verra s'il peut donc, comme il le dit, en discuter avec Michelin et qu'il pourra donc apporter ensuite plus d'informations. Et on arrive donc au tout dernier sujet de cette vidéo. On va se voir les déclarations de Fabio Quartararo, des déclarations qui jurent un petit peu par rapport à celles de son compatriote Zarco. On sent clairement un Fabio assez affecté. Moi, j'ai l'impression qu'il semble un petit peu désemparé de la situation. On va donc voir ce qu'il a pu nous dire après ce week-end au Qatar. C'est difficile, on connaît les difficultés de notre moto, il va falloir vraiment travailler parce qu'on est encore très loin. Et on ne sait pas vraiment comment faire ces pas en avant. Je trouve que c'est très inquiétant cette déclaration. Je n'ai rien appris sur cette course. J'ai juste vu qu'on était très loin des hommes de devant et très loin des motos qui sont là en tant que leader. Donc on a encore beaucoup de boulot. Il va falloir faire quelque chose. Je crois au projet, mais je dois me fixer une limite. Il va falloir que je l'analyse bien et que je me fixe une limite. Je ne sais pas quelle est ma limite, mais nous devons réfléchir très attentivement à toute décision que nous prendrons. Pour le moment, je crois au projet, mais je dois aussi voir les choses à court terme. Voilà donc quelques petites déclarations de Fabio et je trouve que le message de fin nous fait très bien comprendre la situation. Quand il dit que justement il doit aussi voir les choses à court terme, c'est par rapport au projet Yamaha. Parce qu'on le sait et je l'ai répété pendant tous les tests hivernaux, il y a des choses positives au sein du projet Yamaha, mais on doit sûrement avoir une vision à long terme. Mais Fabio, lui, a besoin aussi d'avoir une vision à court terme pour sa carrière, avec aussi ce contrat qui arrive donc à son terme, à la fin de cette saison. Donc, bon, ces déclarations nous font bien quand même comprendre qu'aujourd'hui Fabio, oui, il croit dans ce projet Yamaha, oui, évidemment qu'il a envie de laisser du temps et il a envie d'espérer de voir Yamaha progresser, mais il y a un moment, il va falloir aussi faire quelque chose et il faut bien admettre que cette Yamaha 2024 est encore très loin. Moi, j'en viens même des fois à me dire que c'est limite si la Honda 2024 n'est pas meilleure aujourd'hui que cette Yamaha. Et ça me fait de la peine parce que même si c'est sûr que les tests hivernaux n'ont pas été géniaux, même si on a pu voir qu'il y avait des problèmes, j'espérais quand même voir un petit gap de gagner pour cette Yamaha. Alors techniquement, cette Yamaha 2024 est plus rapide. Regardez, j'avais trouvé ça sur Twitter qui vous montre les comparaisons des courses sprint 2023 et 2024 et du coup du temps qu'on a gagné sur le total de la course sprint pour les différents constructeurs. Et cette Yamaha 2024 est à peu près 4 secondes plus rapide si je me trompe pas. Donc voilà, on a un petit gain. Mais par exemple, la Honda, c'est 6 secondes. On est à plus de 10 secondes pour certains constructeurs européens. Donc c'est toujours la même chose. Et on en a déjà énormément parlé pendant les tests hivernaux. Oui, la Yamaha 2024 s'est améliorée. Oui, on s'est amélioré sur pas mal de points, par exemple le moteur. Mais le souci, c'est que les autres se sont aussi améliorés. Et surtout, ils se sont plus améliorés que le constructeur japonais. Donc finalement, on est au même stade, même pire. Donc je comprends ces déclarations de Fabio, je sais que certains diront peut-être ouais Fabio il met la pression et tout, mais bon en même temps ça fait des années que ça dure, ça fait des années qu'on espère retrouver réellement une moto qui soit capable de faire en sorte que Fabio puisse jouer le championnat du monde, jouer des victoires, et on attend et malheureusement ça n'arrive pas. Alors bon, je vais revenir sur la même rengaine que j'ai pu déjà répéter 150 fois, il y a les concessions, on va espérer que ça travaille bien, on va espérer que ça progresse bien. On le dit pour Honda, donc il faut aussi le dire évidemment pour Yamaha, mais quand tu connais le talent de Fabio, quand tu connais le joyau qu'est ce pilote, oui, moi je suis frustré de voir qu'aujourd'hui on est 11e, même si je trouve par rapport aux circonstances aujourd'hui ça a été quand même un bon résultat de sa part au Qatar, cette 11e position, mais oui, on est frustré quand même de le voir 11e. Tu te dis qu'il y a quelques années, Fabio Quartararo, il jouait devant, il était champion du monde, il jouait victoire sur victoire, podium, et aujourd'hui on est content entre guillemets d'une 11e place.
Ouais, ça fait mal, je pense, pour le spectateur, pour les fans évidemment, et je pense que c'est aussi difficile donc cette situation pour le français. On verra donc bien le choix hein, du pilote français au cours de cette saison. De toute façon, soit il re-signe, soit il partira. Moi, je l'ai déjà dit hein, sur cette chaîne, j'aimerais qu'il reste chez Yamaha parce que j'aimerais que Yamaha garde l'un des meilleurs pilotes de la grille. Mais si Yamaha n'arrive pas à concrètement progresser afin de devenir un constructeur capable de concurrencer les Européens, bah à quoi bon garder Fabio? Et dans ce cas-là, bah oui, évidemment que j'aimerais bien voir Fabio Quartararo rejoindre une équipe européenne, comme par exemple Aprilia. Je pense que sur l'Aprilia, Fabio pourrait plus que briller. On voit qu'en plus, bah, dans ce début de saison, on a un Vignales qui semble un petit peu plus en délicatesse, un peu plus en difficulté. Peut-être qu'une porte s'ouvrira donc aux pilotes français, mais je répète, hein, ce n'est que le début de la saison, que ce soit pour Aprilia, mais aussi pour Yamaha. Peut-être qu'on aura de magnifiques bouleversements, peut-être que Yamaha apportera un changement qui leur fera gagner 25 secondes, j'en sais rien. Bon, vous avez compris que ça ne sera pas le cas, peut-être que si on met une petite nitro un peu cachée quelque part, mais bon, voilà. Bon, j'essaie de rigoler un petit peu parce qu'on n'est pas là non plus pour se morfondre, on est passionné, on a envie quand même aussi de parler de choses un peu plus positives et d'avoir le sourire, mais il faut quand même bien admettre qu'aujourd'hui, la situation du pilote français, selon moi, bien sûr, hein, de ma propre vision, semble un petit peu désespérée. Bref, voilà en tout cas pour cette vidéo. Désolé de terminer par quelque chose d'un petit peu terne. J'espère quand même que vous avez donc passé un bon moment devant cette vidéo sur l'actualité du MotoGP. Comme d'habitude, on se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.